Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique. De décréter un couvre-feu. C'est joli ces souvenirs qui sont complètement... Jusque quelle heure? Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, c'est plus est présent. Parce qu'il n'y a pas de souvenir en fait. Minuit. Décousu. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans Mézieux, Saint-Priest, Dessines, Vénissieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu. Si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer, ce serait mieux sans doute. Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. Il est 23h23. C'est débrancher ses oreilles du monde. Il est 23h54. Pour les rebrancher sur un autre. La radio la nuit, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire? Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie? Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est Minuit décousu qui te parle. On va se laisser porter dans la nuit. Il est 3h. La radio de nuit n'est pas mineure. Alors il y a moins de monde, mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là. Et donc ce que vous venez d'entendre en fait c'est donc les soutiens des mineurs isolés qui donc chantaient tout à l'heure des slogans place Chardonnay, puisque du coup ce matin c'était la fin du plan grand froid qui avait été mis en place par la préfecture et la métropole de Lyon, qui s'est arrêté donc ce mardi 13 janvier. Donc la centaine de mineurs isolés du camp des Chartreux qui avait été un peu mis à l'abri donc au gymnase Chanfray dans le 2e arrondissement s'est fait expulser par les keufs ce matin à 9h. Et donc il y a eu un rassemblement et une occupation place Chardonnay dans le 1er arrondissement, donc dans les pentes de la Croix-Rousse, à partir de 16h ce soir. Il y a une occupation donc et une expulsion par la police. Et autour de 19 à 20h, pardon, je me suis perdu dans mes petites notes, j'ai mal écrit. Et il y a quand même eu 6 interpellations par la police tout à l'heure. Donc voilà, on espère que les camarades qui sont fait interpeller vont bien. Et on attend bien sûr de leurs nouvelles pour leur apporter plus de soutien. On se rappelle que donc, la préfecture organise donc, le fait que les personnes dorment dans la rue et ne fait rien pour l'hébergement d'urgence. Et il est 23h04 sur les ondes rebelles de Minuit décousu, 102.2 FM à Lyon et radiocanu.org partout ailleurs. Et c'est les Minuit décousus, une émission, un fanzine radiophonique qui assemble tout un tas de choses dans tout un tas de sens qui arrivent. Aujourd'hui, on a emmêlé des bouts de création sonore diffusés lors de notre dernière nuit décousue sur le thème de la solitude avec des extraits du très bon roman L'Étoile de mer de Popier Popol. On vit les uns avec les autres, on dort les unes contre les autres, mais dans un monde dont le modèle économique repose sur l'individualisme et l'intrication de domination. Ce soir, on tire les fils de nos solitudes et tisse la toile de notre révolte. Je vis à Grenoble du lundi au vendredi et à Villeurbanne le week-end, mon CDD très court ne permettant pas de déménagement. La ville de Grenoble est composée essentiellement d'infrastructures sportives et de doudounes. En journée, la fréquence des tramways est importante. Il y a des tramways dans la rue, devant ta gueule, sous ton nez, devant toi. Quand tu allumes ta cigarette, le tramway arrive. Sur toutes les photos de Grenoblois, il y a le tram B, le tram A. La nuit, il n'y a plus rien, juste du sport. À l'approche des fêtes, les Grenoblois enfilent leurs lampes frontales et font du sport pour activer l'illumination de leur grand sapin qu'ils appellent la Bastille. Je loge chez une dame raciste qui veut absolument lessiver mes slips. Après la douche, j'enlève chacun des poils que j'ai perdus avec minutie. Après avoir cuisiné, je nettoie le plan de travail, la casserole, la gazinière ou le micro-ondes. Puis je lave les éponges utilisées et je les essore fermement. Puis je me penche pour arrimer à mon doigt chacune des miettes tombées par terre. Après le repas, pris en silence dans ma chambre, je dégraisse mon assiette, mon couteau et ma fourchette. Je les essuie, je repose le torchon parfaitement droit sur la poignée du four. Je regrette qu'il soit humide. Je
voudrais ne laisser aucune trace dans cet appartement, qu'il se referme immaculé sur cette bique asphyxiante. Je fais 2 pauses clopes par soir en bas de l'immeuble, examinant avec intensité la vitrine de la pharmacie. Ensuite, démarre la nuit sans nicotine. J'ouvre mon ordinateur, il est sale sur le lit propre, et moi je suis sale aussi et je pue. À la fin du mois, j'ai croisé 2 fois l'autre logé. On ne s'est même pas vraiment croisé, on s'est dérobé, se faufilant d'un encadrement de porte à l'autre. Je cherche d'autres hôtes. Je me retrouve à harceler de mails un mec qui est magicien et qui s'appelle Gérald. Je passe un casting pour une colocation dans une maison bohème cool. Il me recale, un peu gêné. Je tombe finalement sur un couple adorable de conspirationnistes chez qui je reste pour les 2 derniers mois de mon CDD. Ils sont tellement adorables et tellement conspirationnistes que je dois sans cesse esquiver leurs attentions. Ils se demandent ce que je mange, ils s'inquiètent de mon système digestif manipulé par un obscur ordre mondial au nez crochu. Je mange tous les soirs au McDonald's, parfois au tacos. Depuis quelques mois s'ouvre une période durant laquelle les kebabs se changent en tacos. Je ne formule pas comme ça, le phénomène n'est pas encore documenté sur M6. Mais enfin, je perçois une modification dans mon paysage alimentaire. J'ai un souvenir enchanté de mon premier kebab au début des années 90. Je mange quand même le plus souvent au McDonald's car c'est le seul lieu où on me laisse à mon insignifiance. Je vis ce lieu comme un sas reconstituant. Quand je rentre, le coloc me raconte un peu sa vie, son procès contre son ancienne boîte, sa formation en marketing. J'apprendrai qu'il s'agit en fait du programme de développement personnel de l'américain Tony Robbins, « Libérez votre puissance intérieure ». Le titre de séjour dont il vient d'obtenir le renouvellement, il trouve ça normal que ce soit pas facile à obtenir, la France doit protéger sa puissance. Il évoque son ex-femme qui a vampirisé son fils, il fera tout pour le récupérer. Il me parle de Dieudonné, de Trump, la meilleure chose arrivée à l'Amérique, d'argent colloïdal et de finances mondiales. Quand mon CDD est renouvelé pour 6 mois, je finis par craquer et me prendre un studio meublé pour remplir une des cases vides d'une résidence étudiante. J'ai une salle de bain. Je prends des bains tous les jours, l'eau chaude est comprise dans le loyer. Le bureau et le lit, une place, farcie d'un matelas spongieux, sont vissés au mur, probablement pour humilier les étudiants. Je trouve en bas de l'immeuble un distributeur de plats préparés qui me réconforte. La vue perpétuelle sur les montagnes creuse une douleur dans ma tête. Je fantasme un lac isolé, ceint par les sapins qui m'attend quelque part, perché à une ligne de tramway que je découvrirai un jour, le tram H, J ou K. Après le travail, j'erre au centre commercial Grand Place. Je mange au Quick ou chez McDonald's. Parfois, je regarde sur Internet s'il n'y a pas un flunch dans le coin. 30 minutes de bus, je renonce à chaque fois. J'achète à Carrefour des ustensiles de cuisine, des cintres et du linge pour au lit une place. Presque chaque jour, j'acquiers un nouvel élément. Je n'ai jamais gagné autant d'argent, 1800 nets par mois, putain. Et plus je remplis le studio, plus il me semble un trou béant qui neutralise tout. J'ai toujours connu la solitude et
C'est une solitude qui me suit depuis ma prime enfance. Rester tout seul là, vous savez, il y a quand même des autres cafards, quoi. Par la suite, ça se dissipe, quoi. Il y a quand même des autres cafards, quoi. C'est une solitude qui me suit depuis ma prime enfance. Quand j'avais déjà 10-12 ans, je vivais seul. Je jouais seul. J'allais me promener seul dans les bois. Mais ça, c'était vraiment mes moments de libération. Je prenais mon petit baluchon. Et dans ce baluchon, il y avait une robe noire en dentelle, et il y avait des bas, il y avait des chaussures, des sous-vêtements, il y avait uniquement des vêtements féminins. Et je m'éloignais dans la forêt et je m'habillais en fille. Et à ce moment-là, je me promenais en fille dans la forêt. Mais ça, c'était vraiment mes moments de libération. C'est pas des situations. Travailler la terre dans des mauvais pays, ce n'est pas une situation, ça. C'est le dernier métier du monde. Je vivais déjà ma deuxième vie, mais malheureusement, je ne la vivais que pour 1 heure ou 2. À ce moment-là, je me promenais en fille dans la forêt. J'ai toujours connu la solitude. Ça, c'est le dernier métier du monde. Rester tout seul là, vous savez, il y a quand même des autres cafards, quoi. Par la suite, ça se dissipe, quoi. C'était vraiment mes moments de libération. La solitude. Il y a quand même des autres cafards, quoi. La solitude. Il y a quand même des autres cafards, quoi. La solitude. Il y a quand même des autres cafards, quoi. La solitude. Il y a quand même des autres cafards, quoi. La solitude. Il y a quand même des autres cafards, quoi. La solitude. Solitude. Je marche dans la gare Lyon-Pardieu sur mon lit de semelles et de pieds putréfiés. Pendu à mes mains, le distributeur TER Rhône-Alpes, la carte bleue, le billet de train, le composteur, la pièce, la machine à café, la monnaie du café, le portefeuille, le paquet de tabac, le paquet de feuilles, la feuille, le paquet de filtres, le filtre, la cigarette, le briquet, l'escalator. J'activerai différents protocoles autour de ma journée car dans quelques dizaines de minutes, je serai au travail. Il faudra s'annoncer, exister, être là, être disposé, être exposé, demeurer jusqu'à 17h. Au moins, jusqu'à 17h, au moins. Je devrais déclarer cette tête pleine d'épis, de laideur et de vodka coca. Je dois dérouler mentalement le fil d'un week-end ordinaire. Il va bien falloir l'épuiser, l'essorer jusqu'au suc de l'ennui paresseux le plus insignifiant et qu'il n'en reste rien avant de discipliner, l'inhiber, la recroqueviller dans son cul. Franchement, ça passe vite. Lundi, mardi, après c'est mercredi, après c'est jeudi, après c'est le week-end. Je regarde mes cheveux dans la vitre du train. Mes cheveux sont beaucoup trop doux. Ils sont doux comme un bébé mort.
Le paysage est chargé de tension depuis l'arrivée de la contrôleuse. Elle se véhicule dans un uniforme d'ouvreuse sans pop-corn. De sa vieille tête de jeudi, elle prononce « Bonjour » et tout est bouleversé. Tout bascule vers l'attente, le suivi latent de son avancée dans le wagon, préparer son billet, coordonner le geste de son arrivée à ma hauteur, jetant le billet, Lyon-Chambéry. Je reste en alerte jusqu'à sa sortie de la voiture, la tension retombe sur une vitre, la vitre étale ses gros doigts sur un lotissement, un champ, des peupliers, une caténaire, un verger, des gilets fluo, une caténaire, les entrepôts, le lac, les peupliers, les jardins ouvriers, les entrepôts Lidl. Les entrepôts Lidl préparent mes événements. Super samedi, grille à panini, tondeuse à nez, des scie sauteuses, des tourniquets à chaussures, des extracteurs de jus, des meuleuses d'angles. Toute la beauté tollée du monde se cogne à une certaine distance des voies, selon des règles écrites, loin de mes doigts. Mes pattes foulent librement les dalles de béton, les agrégats, les granulés de caoutchouc, le gazon synthétique multisport, le sable stabilisé et la résine gravillonnée. Tous ces matériaux me rappellent le travail. La gare est vide, l'air est flou, je contemple le ballast, je pétris ma crotte de nez comme un enfant mignon et sale, les toilettes de la gare sont condamnées, j'espère qu'on y séquestre des patrons. À ce moment-là, je me promenais en fille dans la forêt. Je suis arrivée, c'est que pour mes parents, j'ai eu des problèmes avec mes parents. Ça fait que j'ai commencé à galérer un petit peu ici. Ça m'a donné envie. Et puis ça a été plus loin. Je veux dire, j'ai eu envie de connaître un petit peu l'ambiance. J'ai commencé à aller voir l'ambiance. J'ai commencé à faire des conneries. Ça fait que ma mère m'a mis dehors après. J'ai commencé à galérer un petit peu ici. Et puis ça a été plus loin. Ma mère m'a mis dehors après. Au début, c'était très difficile parce que c'est dur, c'est épuisant, la rue, c'est pas joli. Si on peut s'en sortir, c'est magnifique. The only way to save us is through divine intervention. Ma mère m'a mis dehors après. Là, dans la cité, on est entre 4 routes et puis précisément, on est dans un trou. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me.
J'ai commencé à faire des conneries. Ça fait que bon, ma mère m'a mis dehors après. On peut s'en sortir, c'est magnifique. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi personne ne s'attardait jamais après les bons moments, pourquoi il fallait se quitter, répéter ces scènes durant lesquelles on termine péniblement ce qu'on était en train de raconter à un ami qui nous tourne le dos pour détacher son vélo. Une fois rentré, je me disais que ça s'arrangerait, qu'il y aurait bien une occasion de retrouver le même bon moment. Mais à la rencontre suivante, il y avait d'autres gens, d'autres meubles, d'autres dispositions, et il fallait tout recommencer. Jamais les bons moments n'étaient acquis. La première fois que je me suis fait une amie, je ne voulais plus la quitter. J'aurais aimé la suivre jusqu'à son hall d'entrée, jusqu'à l'ascenseur, jusqu'à chez elle, sans étrangeté sentimentale, juste avec l'indifférence gaie qui nous anime quand on regarde son chien faire caca. Plus tard, c'était à peu près la même chose. Je trouvais ça brutal de rentrer dans le bus pour aller travailler car je me sentais bien, emmitouflé dans la fumée de ma clope et la musique de mon casque. Je devais écouter 2 ou 3 chansons, fumer 2 ou 3 cigarettes pour me faire à l'idée qu'il fallait bien monter, que je devais bien aller travailler. Quand le bus arrivait en même temps que moi à l'arrêt, je changeais de direction pour ne pas que le chauffeur qui m'avait identifié me voie ignorer son bus. Je faisais un aller-retour dans une ruelle, le temps que le bus ait passé le feu. Puis je revenais me poster à l'arrêt. Une fois, au travail, je me rendais compte que ce n'était pas si grave. Il y avait juste à travailler. La journée finirait par se terminer, mon CDD allait bien s'achever, et même si les jours s'écoulaient lentement, même s'il m'arrivait de pleurer en rentrant, en m'endormant ou en me réveillant, ils s'écoulaient tout de même. Tant qu'il y avait une délivrance envisageable, tout était supportable. Je ne mettais pas de masque sur mes émotions, je me contentais de ne pas les nommer. Je pensais que rien ne pouvait me marquer, qu'il suffisait que je range mes pensées. Précisément, on est dans un trou. Le mitard, on en entend parler quand on arrive en prison. Mais quand tu rentres au mitard, c'est autre chose. On en entend parler quand on arrive en prison. Ma première peine, j'ai fait 30 jours. C'est quand ça me met dans un trou. C'est sombre. C'est comme si c'était t'allais dans un cimetière. C'est sombre. C'est une prison dans une prison, je crois. Mentalement, ça tue. Mentalement, ça tue. Ça tue.
fait 2 fois 45 jours, 1 fois 30 jours, 2 fois 15 jours sur 9 mois et demi d'isolement. Des fois tu vois d'autres détenus, tu vois un peu de vie. Au mitard, c'est toi et toi. Ça veut dire que tu te parles à toi-même, tu réfléchis, on peut pas appeler ça une promenade. Comme quand on va au zoo, on voit un lion en cage qui tourne. T'as l'impression que t'es un animal à ce moment-là et tu te dis, on le fait sortir un peu, il se dégourdit un peu les jambes, mais des fois t'as même pas envie de sortir. De sortir. Le temps il passait même pas. Le temps il passait pas, même des fois je me disais mais comment j'ai fait pour dormir? Quand je suis là, je suis comme un zombie, je regarde en haut, tout ça, là, le temps il passe. Moi, j'étais desséché. À 20 ans, j'ai commencé à fumer parce que je voulais de toute façon me jeter sous un train. La pire année de ma vie, passée dans un studio blanc à plafond bas sur un lit de camp. Je larguais tous mes déchets par terre sur le carrelage, je vivais sur un tas. J'avais une petite télé bloquée sur le son maximal, des oreillers étaient scotchés tout autour pour étouffer le bruit. J'avais 11 heures de cours par semaine. Souvent, un mec de droite qui s'appelait Laurent s'asseyait à côté de moi, posait un dictionnaire de latin en évidence entre nos deux tables et passait l'heure entière à transpirer. On ne se parlait pas. Après 2 mois de vacances d'été, j'avais changé d'appart et de fac, il s'est invité à prendre un café. Je fumais nerveusement, assise contre la rambarde du balcon. Il est venu se glisser contre moi. « T'as un mec ? » ?»« Oui, il est sur Paris. J'avais pas de mec. »« Vous faites quoi ensemble ? » ?»« Rien de spécial. Et tu veux pas faire la fête un peu ? T'amuser ?» Il a enroulé son bras blanc de scout putride sur mon épaule. Je me suis dégagée et je suis allée lancer un épisode de Daria. Il a fini par se casser après 20 minutes de gêne morbide. J'ai pensé, mais le dico de latin, c'était pour séduire ? J'ai pensé, ça fait longtemps que personne n'avait pensé à moi pendant toute une année scolaire et tout un été. L'année s'est poursuivie, ça allait mieux et je commençais à faire la fête. J'avais déjà un peu fait la fête avant, mais je découvrais la fête telle que je la pratique aujourd'hui. Venir dans un lieu, me poser dans un coin et attendre comme un végétal sa ration de dioxyde de carbone. J'ai remarqué que la fête pouvait être passive, qu'il suffisait d'être là, qu'il n'y avait rien de spécial à faire. Parfois, un événement vient s'accrocher à ce tas d'inertie. Ça doit être ça, ce truc dont tout le monde parle, vivre sa vie. L'amitié se crampogne dans cette dilution. Au fil d'une discussion, un écho à ce qui hurlait, des petites attentions, le réconfort et la consolation, une rampe. Parfois, rarement, une rencontre, un plan cul, comme on dit, pour marquer les saisons. Le sexe imprime les souvenirs les plus cons. Je me rappelle d'un mec et de son air perplexe. Il avait une gueule de rejet d'école d'ingénieur. Aussi incroyable que ça puisse paraître, je pense qu'il n'avait jamais vu de vergeture. Ni dégoûté, ni affamé, il fixait ça comme un pigeon devant un banquet de charcuterie extraterrestre. Je songe souvent à son regard. Il m'inspire. Un type vient me parler gentiment. Je bois cette interaction. Il n'a pas l'air d'avoir conscience qu'il arrose une plante d'appartement. Petite pause sur le chemin du retour. La brise nocturne et les orties caressent mes jambes pendant que je pisse.
C'est si tranquillisant, s'accroupir et se soulager. Le jet me raccommode. Je couve mon flot au creux de la nuit comme une canne repue. Je secoue mon plumage pour expulser les dernières gouttes. Après l'effrolement des orties, mon corps génère une petite plaque d'urticaire. Le fourmillement m'apporte un peu de satisfaction, celle d'une peau combative et féconde brandissant ses papules après une agression. Je toilette mon teint avant le couchage. Il est bien bonhomme, nourri de 237 allocations journalières versées par Pôle emploi. Une humeur de vésicule s'installe paisiblement dans ma gorge. Je vais me reprendre, me rassembler, sous quelle forme ? Depuis 13 jours, mes robes préférées et mes culottes pendouillent sur l'étendoir. Toute cette merde mobilise un 15e de la surface de mon studio. Je juge chacun de ces vêtements. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ils ont pu me soutenir depuis des mois. Dans cette robe et dans ce slip, un jour, je me suis dit « ça va ». Je suis quand même bonne, franchement, ça va. Ces fringues m'ont maintenue et calée dans cette biosphère amère où tout se sent seul. Je voudrais déchiqueter toute cette fanfreluche, la manger et tout béner. Une grosse benne au milieu du trottoir qui se voit bien, qui bait. J'aimerais être là, m'enterrer à la surface. C'est du gâchis d'encaver les cercueils. Aucun problème ne va se régler dans cet appartement. J'attends l'heure de manger, j'attends des nouvelles, j'attends le week-end. Je passe mon temps à éloigner les mouches amères et à renouveler l'air. Une petite souris passe en courant, je suis triste pour elle. J'aimerais qu'elle comprenne qu'il faut partir, qu'il n'y a rien de bon ici. Le sommeil ne vient pas. Ça irait mieux si j'avais un chien, je ne peux même pas prendre un chien. Il faut pouvoir le sortir 3 fois par jour, payer le veto et choisir de bonnes croquettes. Ça me met en colère. C'est quoi cette vie de merde où on ne peut pas avoir de chien ? Si j'avais un chien, je l'observerais tout le temps. Je le verrais s'endormir et gémir de satisfaction en se recroquevillant. Je me dirais, il se sent sombrer dans le sommeil, il a l'instinct du confort, il a conscience de lui. J'ai toujours connu la solitude. Mentalement, ça tue. Rester tout seul là, vous savez, il y a quand même des jours de cafard, quoi. Pour aller dans Gennevilliers, il faut passer tout le temps par ce tunnel. Il n'y a pas d'autre chemin. On est isolé par rapport à Gennevilliers. Il y a les cinémas, les bibliothèques, ils ont des jeux. Bah là, dans la cité, on est entre 4 routes et puis précisément, on est dans un trou. Or is it me? All these small things, they gather around me, gather around me. Moi, j'ai vu des détenus avec qui on tournait, avec qui on faisait du sport, avec qui on rigolait, sortir du mitard et changer psychologiquement. Tu leur parles, ils te regardent comme s'ils ne te connaissaient pas. Mais pour moi, il y a eu quelque chose. Screaming something trivial.
Bon, là, aujourd'hui, j'ai 34 ans, mais des fois, je fais des cauchemars. Je suis au mitard, frère, ou en cellule et tout. Je me réveille en sursaut. Je dis, ouais, ça m'a laissé des séquelles. J'avais une maîtresse, c'était une blanche, c'était une française. Elle pensait avoir tous les droits sur nous, elle pensait qu'elle était supérieure à nous puisqu'elle avait la peau blanche et nous on avait la peau noire. Elle nous disait, oh oui, je suis dans mon pays, j'ai le droit de faire tout ce que je veux de vous. J'ai le droit de faire tout ce que je veux de vous. J'ai le droit de faire tout ce que je veux de vous. Cet été, j'ai gardé le petit Yorkshire de ma mère pendant 3 semaines. Je l'ai embarqué avec moi un dimanche soir avec une excitation craintive. Cela modifie beaucoup l'environnement mental et social d'avoir un petit mammifère pendu à sa laisse. Le premier jour, j'étais triste pour lui, j'absorbais toutes ses émotions, je le sentais malheureux à renifler ce nouvel endroit, ce caillou hostile. Il lui manquait quelque chose, on lui avait arraché une part de son monde. Il engloutissait sa gamelle et dormait par terre sur le lino dégueulasse et froid sans rechercher ma présence sous le confort de mes couvertures. Le lundi soir, il a fait son premier roulement de joie. Il a dévoilé son ventre, il s'est dandiné sur mon lit et il a battu l'air avec ses pattes de poulet. J'étais si contente, ça n'avait rien à voir avec la fête mécanique et plaintive qui agitait son corps quand j'étais rentré du travail. C'était une manifestation de joie authentique et superficielle. J'ai abordé tout ceci comme une expérimentation sociale par laquelle une secrétaire à mi-temps de 34 ans jouait une comédie 4 fois par jour dans son quartier de Villeurbanne en s'y promenant avec un chien. Le rythme régulier des sorties canines me permettait de repérer rapidement tous les comédiens du quartier. Je croisais tous les jours ce mec à l'oreille tuméfiée, cet autre en t-shirt promotionnel pour une entreprise de bâtiment. Il regardait le chien, puis me regardait et disait bonjour, alors je répondais bonjour. Au bout d'une semaine, je disais bonjour à tous les gens qui regardaient mon chien. C'était une politique que je l'avais mis en place pour autoriser les gens à regarder mon chien, à avoir une pensée pour lui, pour moi, pour nous deux marchant dans la rue de poteau en poteau, de flaque en flaque, de touffe en touffe. Au retour de la balade du soir, la jeune voisine m'a dit «
C'est bien, ça vous fait un peu de compagnie. J'ai pensé à la chanteuse Morane, aux commentaires de ses amis dans la presse après sa mort. Elle a été retrouvée morte en sortant de son bain, c'était totalement inattendu. Sa vie personnelle n'était pas très gaie, en amour, elle était en galère. Morane, elle était bien seule. Elle suivait un traitement d'infiltration assez pénible qui avait aussi des effets secondaires sur le plan digestif. Le milieu du mois d'août était très propice aux fantasmes d'enterrement et aux complaintes. Je me suis dit que moi aussi j'allais crever à mon domicile et mes amis diraient « C'était un moyen de tristesse, un carnage de vésicules, un bourg déserté, un champ de mégots froids. Pauvre femme. » Pire, on parlerait de mon univers, de mon monde, on dirait peut-être « Elle était dans son monde. » Alors même que j'ai toujours été dans le même monde que tout le monde, et je n'en ai jamais eu d'autre. Dans ce monde, je n'ai été ni digne, ni admirable, mais amer et midable. Car dans ce monde, si vous n'avez pas d'amis très proches, on ne vous accompagne pas, on ne vous emmène nulle part et peu à peu vous vous diluez dans les souvenirs de temps fossilisés. Il n'y a pas de chéri ou de meilleur ami pour accomplir à vos côtés, dès que les fins de mois s'éclaircissent, ces horribles week-ends EasyJet et publier avec vous des photos de sangliers en Espagne, de pâtes en Italie, de pierogies en Pologne, de crêpes en Bretagne. Tous vos week-ends et toutes vos photos ont alimenté la décomposition de mon cadavre. Ils m'auront endommagé et rien ne se sera jamais réparé. Bref, avoir un chien me faisait penser à tout ça. Avoir un chien et le regard des gens sur le fait que j'ai un chien. J'étais persuadé que ce chien devrait contrarier Jean-Baptiste, que ce n'était pas un truc banal et facilement oubliable. Il y penserait en s'endormant, il y a 2 étages plus bas, un petit chien, elle s'occupe de lui, elle lui porte de l'attention, elle le promène, elle lui donne à manger et elle l'aime. Et j'avais honte de le croiser avec mon chien. J'avais l'impression de chanter cette même mélancolie cruelle, celle qui me ferait crever seul, englouti par mon studio, loin des terrasses de Lisbonne, Berlin, Naples ou Barcelone. Se cachale, on se
ne m'avait jamais convié à un mariage ou choisi comme marraine pour son enfant. J'étais Tati, c'est vrai, et mon neveu m'appréciait. Mais personne ne m'avait élu et ma tête n'était pas ceinte de la couronne éthérée des marraines. On m'invitait rarement en vacances. Toutes ces situations n'avaient rien d'alarmant, mais elles me semblaient tracer les stigmates d'une misère grotesque qui sautait tellement aux yeux que personne ne m'en parlait. Certaines personnes voulaient bien coucher avec moi, mais rechignaient à se montrer à mes côtés, à mettre une capote, à me faire des cadeaux, à m'emmener quelque part. Et quelques fois où un mec était venu plus d'une fois dormir contre moi, j'avais l'air de rien évoquer l'idée qu'il puisse avec sa voiture m'apporter un canapé. J'étais sans voiture, sans permis et sans canapé. Une authentique mal meublée. J'aurais aimé être assez proche de quelqu'un pour qu'il m'apporte un meuble ou qu'il fixe une étagère chez moi. C'était le genre d'attention dont j'avais besoin, qu'on m'aime suffisamment pour se soucier de mon environnement. J'avais bien remarqué que les garçons préféraient faire ça avec des marraines. Je voulais savoir ce qui me distinguait de ces filles. Je passais de plus en plus de temps à scruter les gens pour comprendre quelle monstruosité ils pouvaient déceler chez moi. Je savais qu'elles existaient, mais je voulais les voir. Elles me terrifiaient. Enfant, j'étais persuadé que les adultes se voyaient sans avoir besoin de se refléter dans un miroir. Ça m'avait dérouté quand j'avais fini par comprendre que le regard des gens sur moi serait pour toujours inconnu. J'étais soudainement devenu allergique aux acariens. Ces débris contrariaient mon visage. Je voyais mon nez se distendre et mes yeux se vitrer d'un voile rose. Rien de très important, mais cela s'ajoutait à tous mes problèmes. Je devais parader avec la tête d'une fille qui passe sa vie à renifler sa couette, volet fermé. Je me demandais comment trouver quelqu'un. Une copine m'avait conseillé de ne pas attendre que les choses me tombent dessus, de réfléchir sérieusement et concrètement à ce que je souhaitais, d'en faire un projet, d'écrire un cahier des charges en quelque sorte. Cela avait marché pour elle. C'était sans doute bête d'écouter ce conseil. Son mec était un gros con, photographe. Mais c'était la première fois qu'on me le donnait et ça semblait parfaitement logique. Il n'y a finalement pas de grande différence entre trouver un copain et trouver un travail. Les récompenses et punitions y sont juste différentes. J'essayais donc de définir mon style de mec, avec qui je voulais être. Ça ne pouvait être un randonneur ou un féru d'escalade. Les corps trop sportifs me feraient détester mon corps flasque. Et comment quelqu'un qui se grise de paysage pourrait partager quoi que ce soit avec une fille à gros cul qui regarde des replays en buvant du coca? Sans oublier que c'est le genre à faire semblant d'être expert en fromage et en bière brassée dès qu'il s'agit de faire un apéro. En bref, les Grenoblois étaient exclus. Ce qui vraiment aurait été bon pour moi, comme pour n'importe qui, aurait sans doute été d'arrêter les garçons et de penser aux filles. Mais mon cas était désespéré. J'avais sucé l'intégralité des épisodes d'Hélène et les garçons. J'étais pleine de romances fétides, un sac de pu, prêt à attendre 100 ans de l'épingle qui viendrait la percer. J'étais faite comme une tique qui, au bout d'un brin d'herbe, attend son mammifère. En attendant mon bus, je voyais passer des camions d'artisans. Hervé Thermique, Romain Isolation, Stéphane Rabotage, Fred Débarras. C'était assurément un garçon comme ça qu'il me fallait, un bon bricolo, qui, s'il me voulait vivre un jour seul, sans rideau, m'installerait une tringle sans même d'avoir laissé son slip. Ça ne dérangerait pas que je prenne du poids. Il me suffirait de faire mijoter régulièrement un bon bourguignon ou des joues de bœuf, qu'il mangerait avec appétit. Je pouvais tout à fait faire ça puisque j'avais une cocotte en fonte. Il serait celui qui répare et moi celle qui restaure. Je me sentais prête à trouver les secrets des meilleurs ragoûts, à mettre un réveil pour sucer au saut du lit contre l'assurance d'un partenaire disponible pour tous les sinistres qui m'attendaient. Dégâts des eaux, décollement de carrelage et chimiothérapie. Avant, j'avais un complexe. Quand je rentrais au début de l'année, quand j'entrais dans l'école,
Bon, le plus souvent, je me suis retrouvée la seule noire, alors à deux. Et j'ai toujours craint que ça marche pas, quoi, qu'il y ait une différence entre nous, les élèves noirs, et les élèves européens. To your soul, cry. Leaving the morning with everything you own and a little. Bon, le plus souvent, je me suis retrouvée la seule noire, alors à deux. Alone on a platform, the wind and the rain on a soft and lonely face. Soirée aux allées du parc, le lieu de drague le plus connu des homosexuels de Dijon, le ghetto comme ils le disent eux-mêmes. Mother will never understand why you had to leave. Je faisais que d'écrire, j'écrivais des textes de rap, j'écrivais tout. Il y a des parents qui n'acceptent pas que les noirs viennent chez eux. Moi, je me rappelle une fois, je suis rentrée pour essayer un pantalon. Bon, bien sûr, il était très joli, mais ça ne voulait pas dire pour ça que j'avais pas l'argent pour le payer. Alors, j'ai regardé et tout, j'ai dit, il me plaisait. Elle me dit, oui, vous le voulez ou vous le voulez pas? Alors, j'ai dit, bon, ben, je regarde un peu. Est-ce que vous avez de l'argent pour le payer au moins? Alors, je me suis sentie vexée, quoi. Alors, j'ai dit, ah, ben oui, j'ai de l'argent, mais puisque c'est comme ça, j'en ai plus envie, puis je suis sortie. Et ben, dehors, je réfléchissais, je comprenais pas comment. Ça m'avait touchée, hein. J'ai failli pleurer ce jour-là. Il y avait une copine et puis c'était son anniversaire et puis elle voulait m'inviter à son anniversaire. Comment j'explique les ghettos? Mais moi je voulais bien, mais sa mère elle a refusé parce qu'elle a dit qu'elle acceptait pas de noirs venir chez elle. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit en définitive. On ne peut pas. C'est très difficile de rencontrer quelqu'un dans la rue parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire. Tandis qu'ici, bon, on sait que 90% des types qui sont ici sont homo, on sait à qui on a affaire. T'en veux à l'État, t'en veux à tout le monde, t'en veux à la personne. Je me dis, mais j'imaginais la tête de la personne qui a inventé le mitard. Pourquoi pas aller ailleurs? C'est impossible, ils sont tout de suite agressés, même si on ne fait que parler d'homosexualité. Parce qu'il n'y a pas d'autre lieu. Les allées du parc, c'est pas tellement indiqué. On se fait taper dessus. On se fait taper dessus. J'ai failli pleurer ce jour-là. Vraiment dans une période assez compliquée et sombre. Des moments, il y a des gens, on leur dit, on peut jouer avec vous, non, vous êtes des gitans. Sur les trois forains, on joue seulement que les trois forains ensemble. Voilà. Puis on quitte les autres dans leur coin, puis nous on joue dans notre coin. L'odeur de la mort revient parfois me trouver. Il faut la combattre chaque fois méthodiquement. Quand s'estompe la joie des chaussettes neuves et des TGV, la vie normale devient insupportable. Et à cause de la vie normale, la vie anormale est insupportable. Les sorties dans les bars et les concerts s'imposent comme une routine insensible que j'active en espérant fléchir quelque chose.
Je cherche la lumière et la pureté dans la vie souterraine. Je peine de plus en plus à trouver la vitalité pour cette quête. Ça ne peut pas être ici qu'il faut chercher, car ici la solitude s'infiltre au fond de chaque moment. Je titube comme une boule dans un flipper aux lois mécaniques malveillantes. Je ne sais pas à quel moment se sont tissés des liens auxquels j'échappe, quels petits rites j'ai manqués. J'assiste impuissante à une somme de petites anecdotes et d'inflexions qui me plaquent de l'autre côté d'une vitre. Dans la cour de l'école primaire, je m'assieds seule à proximité du manège des amitiés en espérant que quelqu'un m'attrape au vol. Cela finit par fonctionner. Pendant 3 récréations, Zacharia me choisit comme témoin pour différents rituels de meurtre d'insectes. Gendarmes, fourmis, guêpes et scarabées meurent séquestrés dans une toile d'araignée, écrabouillés entre ses doigts, noyés dans les crachats, épinglés dans la résine de l'air de jeu. Avec Mamoudou, nous nous cachons derrière les buissons pour faire pipi ensemble, puis regarder nos flaques se mélanger. Durant une semaine, Sabrina s'occupe de moi. Elle vient me trouver et me donne un énorme morceau de son goûter. Des gâteaux industriels qu'on ne trouve pas chez moi, que ma mère, en faisant les courses, n'a jamais su remarquer ou choisir. Toute la ZUP raconte que la mère de Sabrina est une pute. Je trouve admirable de si bien choisir les gâteaux avec une vie si compliquée. Pendant une semaine, Sabrina prodigue ses soins. Elle me fait don de sa présence. Tout ce que me raconte Sabrina est précieux. Toutes les banalités domestiques deviennent les récits exotiques d'une fille de pute. Le lundi suivant, comme l'avaient fait Mamoudou et Zacharia, Sabrina reprend tout naturellement le cours de la vie normale. Elle a une place dans les jeux à l'élastique, un rôle de spectatrice impliquée dans les bagarres, une opinion qui compte sur Luc et Anthony de premier baiser. Je reprends mon siège dans la salle d'attente et patiente jusqu'au prochain tour. Le mardi, la maîtresse vient à ma rescousse, me lève et me promène à ses côtés autour de la cour. « Tu t'es disputé avec Sabrina ? Ça se passe bien à la maison ? Il va bien, ton papa ? Elle va bien, ta maman ? Tu es si sage. » Elle ne sait pas à quoi je pense. Elle ne sait pas à qui elle parle. Elle n'a rien compris. Le jeudi, de nouveau, la maîtresse me balade. Le vendredi, elle m'embarque aussi. Et le lundi suivant, je constate avec résignation qu'elle n'a pas oublié sa petite proie. Elle me prend la main pour sa ronde. Elle me fait parler, espère que je lui donne une blessure à soigner. Elle pense que je suis misérable, dédaigne la beauté des monstres qui peuplent mes fantasmes et les récompenses de ma patience. Elle s'assure que plus jamais je ne puisse veiller sur des assassinats d'insectes, performer une miction spectaculaire, manger les gâteaux d'une fille de pute. Elle me coupe du centre de la cour et de ses marges pour m'entraîner dans son orbite de bienveillance morbide. À ce jour, la maîtresse est morte et je suis libre. Quand la solitude et l'odeur de la mort viennent me trouver, eh bien j'attends, car je sais bien que si j'attends assez longtemps, une nouvelle Sabrina viendra me sauver, m'apporter des gâteaux et nourrir le monde des possibles. Qu'est-ce qui casse la gueule aux homosexuels? Bon, c'est des loupards, quoi, ce qu'on appelle des loupards. Bon, c'est des types qui ont entre 16 et 20 ans, quoi. Ils viennent ici pour casser du PD puis faire leur portefeuille. Bon, ils viennent en bande en général, puis casser du PD, quoi, ça fait viril pour eux. Ils se défoulent. Da da da
là, vous savez, il y a quand même des jours de cafard, quoi. Je me dis, ce mec-là, il a pas de cœur, en fait. Mais ça, Est-ce que ce mec-là, il a fait du mitard? Mes moments de libération. Je prenais mon petit baluchon et dans ce baluchon dur, carrément tout dur, avec un noir, il y avait uniquement les vêtements féminins et en fait, mitard, c'est comme si c'était t'allais dans un cimetière. 30 jours dès que je suis passé son. À ce moment-là, je me promenais. Les gens comme lui qui font tout. C'est comme partout. La majorité des homosexuels. Il avait une copine et puis c'était son anniversaire et puis il m'a invité à son anniversaire. Et moi je voulais bien mais sa mère elle a refusé parce qu'elle a dit qu'elle acceptait pas noir. Elle acceptait pas de noir venir chez elle. Souiller la porte de chez elle. On peut jouer avec vous, non? Vous êtes des gitans. Si on est 3 pour 1, on joue seulement que 3 pour 1 ensemble. Des moments de libération. Sous l'emprise d'une substance inconnue, je décide de passer par le périph' pour rentrer chez moi. Je longe la paroi de cette cuve. Je sais seulement que si je place mon pied droit devant le gauche, puis le gauche devant le droit, rien ne peut m'arriver. Les véhicules ralentissent. Je suis la reine du périph'. La nuit aspire des dizaines de souffrances comme un monstre paisible, mais ce qui me rassure, c'est que tout de même, les voitures ralentissent. Sur les ondes rebelles de Radio Canu, c'est la fin de Minute Décousue pour cette semaine, mais on revient la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et puis si vous nous ratez en direct, sachez qu'on est en rediffusion sur Radio Cause Commune en région parisienne, sur Radio Kipik dans l'Ariège, et aussi, c'est tout récent, on peut l'annoncer ici, youpi, on est rediffusé sur Radio Vassivière, sur le plateau des Mille Vaches, à partir de, on sait pas trop quand, mais bientôt. Écoutez, vous pourrez nous écouter bientôt près de Tarnac, et ça aura un lien avec les émissions qui arriveront très prochainement. Big up évidemment à Popier Popol pour son excellent roman L'Étoile de mer, dont on vous a lu des extraits ce soir. Et puis de Grenoble à Villeurbanne, faites de beaux rêves, seuls ou ensemble, les uns contre les autres. من و تو